Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Nous connaissons tous le goût sucré de leur nectar, le miel, mais pense-t-on à les en remercier ? Signe du retour de la saison estivale, les abeilles n'évoquent parfois que la crainte lorsqu'elles s'approchent un peu trop près. Pourtant, leur bourdonnement familier pourrait nous murmurer des secrets que nous ne prenons pas le temps d'écouter. Pourtant, dans le monde chaotique et incertain dans lequel nous vivons, peut-être devrions-nous y prêter une oreille attentive. Mon invité du jour a développé une véritable relation avec ces animaux millénaires. De ce lien d'écoute et de respect est née la conviction que le peuple des abeilles peut nous montrer la voie, pour peu que l'on apprenne à écouter leur langage et à ressentir leurs vibrations. Elle s'y engage chaque jour auprès de ses ruches et nous livre, dans son ouvrage L'apithérapie, publié en 2019 aux éditions Erol, les clés pour un monde en bonne santé grâce aux produits de la ruche, que ce soit le miel, la gelée royale, le pollen ou la propolis et la cire, mais surtout grâce à l'écoute et au respect du peuple des abeilles. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Catherine Ballot-Flurin. Bonjour Catherine. Bonjour Anne, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, ravie aussi de t'accueillir. C'est vrai qu'on se connaît depuis finalement très longtemps de l'époque de Féminin Bio. Ton entreprise autour des abeilles, Ballot-Flurin, tiens, c'est une question que je me posais en introduction. Quand est-ce que tu l'as créée ? C'était à quel moment ? C'est difficile à dire parce que je suis tombée dans les abeilles à l'âge de 10 ans. Il y a un énorme essaim qui s'est installé dans le jardin de mon père, qui était médecin thermal à Cauterets. Et là, j'ai eu une sorte de révélation par rapport à ce que les abeilles étaient vraiment. Bien sûr, ma mère nous avait enfermés dans la maison pour pas qu'on soit piqués. Moi, je m'étais échappée. Et me retrouver au milieu des abeilles, d'un essaim, et avec ce son primordial et ce langage qu'elles émanent, ça m'a complètement transformé ma vision personnelle de la raison pour laquelle j'étais venue dans le monde. Et à l'âge de 18 ans, j'ai résolument tourné mon intérêt vers les abeilles et donc commencé à avoir des ruches et m'installer professionnellement à 20 ans comme apicultrice, après des péripéties de formation très surprenantes. Donc c'est à la fois une entreprise et un mode de vie pour moi. Donc, c'est difficile de séparer les deux. J'ai consacré toute ma vie professionnelle et donc personnelle aussi aux abeilles et à créer ce qui maintenant est considéré comme une entreprise. Il y a 90 personnes qui travaillent et on vend les préparations dans 37 pays avec beaucoup de succès. Mais au départ, c'est mu par ce langage des abeilles que j'ai rencontré à l'âge de 10 ans. Donc pour moi, ça commence à 10 ans. Alors très intéressant, c'est vrai que tu le disais, tu as consacré toute ta vie, en fait, une grande partie de ta vie aux abeilles. Aujourd'hui, cette entreprise dont tu parles fabrique des préparations de santé, de beauté à partir de ces trésors, de ces richesses de la ruche. Alors moi, je le dis en aparté, je te connais depuis longtemps, je connais tes produits, j'en étais consommatrice même avant de te connaître, parce que c'est vrai qu'ils sont formulés de manière
assez remarquable. Avant de démarrer cette interview, concrètement, qu'est-ce que l'apithérapie? Déjà, pour situer un peu le sujet, c'est un mot qu'on peut comprendre comme ça, mais qui est peut-être pas assez encore popularisé, je dirais. Pour répondre à ce que c'est que l'apithérapie, il faut d'abord dire que les abeilles, volontairement, elles restent installées au milieu des humains. Ce ne sont pas des animaux domestiques, ce sont des animaux sauvages. Elles pourraient déménager quand on leur propose une ruche et aller ailleurs. Non, elles restent, elles sont là, et elles sont là pour nous soigner. Tout leur but, en fait, c'est d'harmoniser la matrice dans laquelle elles sont et dont on fait partie. Donc, elles nous apportent tous les éléments pour notre santé mentale, physique, par leur présence et parce qu'elles nous permettent de récolter dans leur ruche. Et l'apithérapie, c'est un art scientifique, passif, puisqu'on n'a rien d'autre à faire que d'accepter la science des abeilles et tout ce qu'elles ont à nous proposer. Voilà, donc c'est un mot complexe, mais qui commence d'abord par apis, les abeilles. Les abeilles sont là, et elles sont là pour nous amener les solutions qu'on ne connaît pas encore. La plupart du temps, on croit tout savoir, mais les abeilles ont vraiment des connaissances. Plus ça va, plus on découvre que c'est extrêmement élaboré ce que font les abeilles avec des réactions à l'intérieur de la ruche très très préparées de haute énergie, notamment liées au venin qui est dans tous les produits de la ruche. Donc l'apithérapie, c'est encore une inconnue, mais plus on va dans l'apithérapie, plus on découvre que c'est la santé d'aujourd'hui et de demain et la santé de toujours. C'est vrai que dans cette interview, on va parler évidemment des bienfaits de chaque produit de la ruche. On reviendra sur chacun que j'ai nommé aussi en introduction. Mais plus globalement, notre lien aux abeilles, aux vivants et leur façon aussi de fonctionner et comment, à travers leurs vibrations, elles peuvent aussi nous enseigner d'une certaine manière. Alors toi, tu as tissé ce lien, tu le disais, depuis vraiment ta prime jeunesse. Comment tu as vu ce lien évoluer dans le temps ? Est-ce que maintenant, il y a des choses que tu vois de manière évidente, que tu voyais moins au début? Et puis la recherche peut-être a avancé aussi dans ce lien avec les abeilles, peut-être des recherches aussi scientifiques. Voilà, pour nous dresser un petit panorama. Ta question, elle a plein de facettes. La première chose que j'aimerais dire, c'est que les abeilles, elles ont un langage. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce langage, je l'avais découvert depuis mon enfance, probablement grâce à un contexte très spécifique au milieu des montagnes, avec une famille de médecins et de guérisseurs naturels avec les eaux thermales. Donc je m'étais tournée vers les abeilles, non pas comme des simples pourvoyeurs de matières premières, mais comme vraiment des actrices avec un dialogue. Et maintenant, on parle beaucoup, et c'est le changement qu'il y a dans notre époque de maintenant, c'est qu'on parle de communication animale, de respect animal. Ça commence évidemment par le respect de soi-même, mais la communication animale, c'est ce que j'ai pratiqué pendant toute ma vie personnelle et professionnelle, puisque tout ce que j'ai fait a été toujours inspiré par les abeilles. Et comment ? Je peux l'expliquer, mais c'est vraiment la base de mon travail. Et au début, je n'osais pas le dire. On me prenait pour une extraterrestre. Je disais que je dialoguais avec les abeilles, que je parlais le langage des abeilles, ou que je les entendais et que je les comprenais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... C'est une thématique le biomimétisme est devenu quelque chose d'essentiel dans tous les domaines professionnels. On sait que les solutions, on va les trouver aussi à partir de l'observation très très fine de l'infiniment petit, du moyennement petit et du très très éloigné, très grand. Donc tout ce biomimétisme animal, végétal... c'est une pratique qui va se développer de plus en plus et qui ouvre la parole à mon expérience que j'ai depuis tant d'années. Tout est basé sur l'inspiration des abeilles, sur le langage des abeilles.
Ça, c'est intéressant. Tu dis aussi que les abeilles sont vraiment une civilisation à part entière. Est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi sur les grands principes de cette civilisation ? Alors, ce qu'on entend par la civilisée chez les humains, c'est des sociétés élaborées avec des règles, des lois, des échanges extrêmement poussés et aussi des constructions créatives qui font évoluer cette société. Donc la civilisation des abeilles, il faut savoir déjà qu'elle évolue depuis tellement d'années. Nous, on est là depuis très récemment sur Terre, les humains, et elles sont là depuis probablement beaucoup plus de 100 millions d'années. Et donc la civilisation des abeilles démarre bien avant et elle a fait face à des tas de terribles cataclysmes, destructions planétaires. Elle s'est toujours reconstruite, cette civilisation, et avec des adaptations extraordinaires. Donc la question, c'était pourquoi la civilisation des abeilles ? Pourquoi je les considère comme une civilisation ? C'est parce qu'elles ont de l'avance sur nous dans notre manière de nous adapter, d'avancer, de communiquer entre elles, et aussi d'apporter des créations nouvelles au monde. Les abeilles ont créé en fait les plantes. Les abeilles ont créé l'acupuncture. On va en parler, mais les plantes à fleurs, si elles ont pu se développer, c'est parce que les abeilles ont construit cette fleur en transportant le pollen de fleur en fleur, en permettant la fécondation via ces fleurs. Et la variété incroyable des fleurs existe grâce aux abeilles. Les fleurs n'existeraient pas s'il n'y avait pas les abeilles. Donc c'est une création incroyable et qui n'en finit jamais. Il y a toujours des découvertes à faire. Et puis, pour parler d'un sujet plus récent, moins lié au végétal, j'ai parlé d'acupuncture. L'acupuncture, elle a été découverte en observant où les abeilles se posaient et où les abeilles piquaient. Et donc, elles ont, depuis bien avant nous, découvert que le corps humain, comme toute la matière, était avant tout de l'énergie et des vibrations, et que circulaient à l'intérieur du corps des routes énergétiques, comme l'acupuncture le représente sous forme de table anatomique. Et donc, les abeilles, elles ne piquent pas par hasard, ne se posent pas sur un mammifère ou un être humain par hasard. Elles comprennent le langage du corps à travers les vibrations qu'on émane, et elles vont donc soigner l'endroit voulu. Et donc, elles ont inventé l'acupuncture et permis de comprendre qu'on n'était pas de simples machines composées uniquement de composés physico-chimiques, mais qu'il y avait cette circulation énergétique qui créait la vie. Là, quand tu parles de piqûres et de choix d'endroits de la part de l'abeille, quand elle n'est pas en posture défensive, j'imagine. Dans tous les cas. Dans tous les cas, d'accord. Ouais, dans tous les cas, parce que, en fait, si on regarde bien l'exemple, par exemple, les apiculteurs, et c'est pas mon cas, souvent se protègent énormément pour revenir aux abeilles parce qu'ils n'ont pas tous encore le réflexe de penser que l'abeille a un langage et que donc se préparer en termes d'état d'âme et d'état physique pour aller aux ruches permet d'y aller comme ça, main nue, évidemment sans protection, puisque l'abeille, quand quelqu'un arrive auprès de la ruche, va immédiatement saisir tout ce qui dysfonctionne dans son énergie. Et si, par exemple, ses mains vont venir se poser agressivement sur le toit de la ruche pour le débloquer, pour soulever, pour aller voir s'il y a quelque chose en dessous, sans prendre conscience du rythme des abeilles, de leur présence extrêmement puissante qu'il y a sous le toit, l'abeille va piquer les doigts de l'apiculteur. Mmh. Et les doigts émane cette agressivité, cette intention belliqueuse. Donc, on est en fait lu par les abeilles de manière extrêmement précise. Et elles ne piquent jamais par hasard. Jamais. Et
ça n'est pas simplement une défense, le venin, loin de là. C'est aussi une transformation, c'est-à-dire que c'est une réaction. Le petit projectile de venin n'est qu'un excipient, et là on fait des recherches très poussées là-dessus, et on sait maintenant que ça n'est qu'un excipient. Et en fait, c'est le jet électromagnétique de haute énergie qui transforme les réactions du corps humain quand on est piqué, ou d'une autre matière, parce qu'elles injectent du venin dans tout, dans le miel, dans la propolis, dans toutes les matières apicoles. Donc, l'abeille construit en fait un monde transformé, non toxique. Elle décontamine, elles enlèvent tous les nanoparticules ionisées qui pourraient nous nuire en les alliant, en les retransformant grâce au venin. Alors, cette réaction du venin qui est longuement préparée dans la ruche par une accumulation de nanoparticules justement ionisées, et qui leur permettent, au moment où elles vont envoyer du venin, de créer un miel, par exemple, inaltérable, une propolis qui va soigner et qui sera également non altérable, qui pourra propager dans le corps humain ou dans le corps de la personne qui le consomme ces informations et cette énergie extrêmement utile pour sa santé. Donc le venin, c'est pas la piqûre d'abeille, c'est un soin à la base. Ça sert à améliorer la matière et à la rendre plus propice à la vitalité, à la force vivante, à tout ce qu'on a besoin pour se soigner et vivre. On reviendra aussi tout à l'heure, j'aurai 2-3 questions à nouveau sur le venin, justement. Quand tu dis que il y a un état énergétique, un état d'être, tu as même parlé d'un état d'âme qu'elles peuvent ressentir. Comment est-ce que toi, tu te prépares, ou les autres? Alors toi, c'est peut-être un peu différent parce que tu as cette très, très grande habitude. Mais comment aborder ce monde sensible? Parce qu'on ne sait pas forcément comment on se sent énergétiquement, si on est, entre guillemets, assez aligné pour qu'elles le sentent par rapport à un état d'être ponctuel. Comment tu fais, toi? J'ai envie de te répondre par une petite histoire. Donc, quand j'étais jeune apicultrice, le vendredi, j'emmenais des personnes qui étaient en vacances visiter mes ruches. Donc, c'était souvent des enfants, parce que ça arrangeait les parents, tenaient à aller avec Catherine voir les ruches. J'emmenais une dizaine de familles ou d'enfants visiter mes ruches. Et donc, on montait, on prenait le chemin de la montagne, on arrivait là-bas, je les faisais poser tous en cercle autour des ruches. Et puis, je leur parlais un petit peu du langage des abeilles tranquillement, dans l'observation calme, de voir les fleurs, de regarder le vol des abeilles. Puis, on s'approchait et tous ensemble, on soulevait le toit de la ruche délicatement, sans tenue, et on mettait les doigts pour goûter le miel. Et donc, c'était un moment enchanteur de danse, de perception vers un nouvel univers de la ruche pour toutes ces personnes-là. Et j'ai fait ça des années, jamais personne n'a été piqué. Et autre anecdote, quand j'allais récolter le miel avec d'autres collègues apiculteurs, moi, j'y allais en tenue, en jean, avec un t-shirt, et je faisais ça très facilement. Les abeilles ne m'agressaient pas. Et un peu plus loin, les collègues, ils étaient piqués, ils étaient obligés de mettre une combinaison. Donc, je me suis posé la question, à cette époque déjà, de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que moi, je suis pas piquée? Alors, en Amérique du Sud, au Brésil, ils m'ont emmenée même, parce que j'avais fait une visite là-bas où j'étais pas piquée par les abeilles tueuses. Donc, ils ont dit, oui, toi, tu as un truc, tu dois être initié, il y a quelque chose. Et j'aurais dit, non, vous pouvez le faire aussi. Et là, je me suis vraiment posé la question, mais vraiment du process, de la méthode. Et aujourd'hui, là, je vais l'écrire, je l'enseigne déjà, mais je vais pouvoir l'écrire parce que c'est tellement simple, mais exigeant quand même, de pouvoir se connecter avec les abeilles. C'est même, je veux dire, un objectif pour le développement personnel de se connecter aux abeilles. Il existe, la méthode, elle est basée sur le fait qu'il existe en chacun de nous un
un lieu de paix qui est accessible à tout moment. Donc, tu peux y accéder par des méthodes plus ou moins longues, mais même en respirant dans le bas-ventre, calmement, tu peux trouver déjà cet espace de paix et d'harmonie qui existe, qui est tout le temps disponible pour chacun. Et il faut juste prendre conscience de cet espace, parce que c'est un espace que les enfants connaissent très bien, ils sont dans le présent, ils sont là, et après, à l'âge adulte, on perd un peu le chemin de retour vers cet espace de paix. Et c'est dans cet espace de paix conscient, yeux ouverts, en observation avec le présent, les fleurs, les arbres, tout ce qu'il y a autour de nous, que tu vas aller voir les abeilles. Donc, l'explication, elle est là. Donc, il peut y avoir, bien sûr, après une expérience, parce qu'il y a la peur pour la plupart des personnes qui visitent des abeilles. Tu l'as dit au début, on a quand même associé les abeilles au miel et à la piqûre, donc on a peur de se faire piquer. La peur, en fait, c'est un warning qui vous indique qu'il faut retourner vers cet espace de paix. Et que c'est là que ça se trouve, la solution à la peur. Et donc, l'apiculture douce que je pratique, qui consiste essentiellement à être en harmonie avec les abeilles et ne pas provoquer chez elles de réaction de piqûre, elle est simple, en fait. C'est une technique indispensable qui, après, peut servir dans la vie de tous les jours, lorsque tu es interviewé par Anne Jesquier dans le formidable podcast Métamorphose. Il faut trouver cet espace de paix. Si j'arrive avec la charge les choses vont être moins fluides, moins agréables. Donc, il y a toujours une raison tous les jours, avec les enfants, avec les adultes, avec les autres animaux, avec un chien que tu rencontres qui t'aboie dessus, pour trouver en soi cet espace universel harmonique qui te permet de non pas d'agir par des actions de contrôle qui t'épuisent, mais que tu envoies tes fréquences en fait, autour de toi, et les choses se font, tu les accompagnes, mais ça se fait. Donc la récolte du miel, c'est les abeilles qui ont fait le miel. Moi, je vais juste mettre mes mains, soulever délicatement le miel, leur demander intérieurement leur accord, et poser ce miel, et c'est que du plaisir, quoi. Donc c'est une action qui peut épuiser certaines personnes qui ont des combinaisons, ou alors devenir un véritable... c'est la vie pleinement vécu, quoi, de pouvoir récolter du miel en accord avec les abeilles. Donc c'est jouissif. Oui, ça jouissif. Ça s'entend. Et puis aussi, dans toute cette gestuelle, est-ce que les gens qui travaillent avec toi, les apiculteurs, sont tous maintenant dans cette perspective, quand ils vont justement récolter des produits apicoles, des matières apicoles? Je pense que toutes les personnes qui vivent en contact avec les abeilles ont une élévation de conscience, parce que quel que soit l'apiculteur, quelle que soit sa méthode, quand tu ouvres la première fois une ruche, tu t'ouvres vers un nouvel univers, un univers différent qui fonctionne différemment, qui est concret, qui est devant toi. Et tous les apiculteurs, j'en connais pas un seul qui n'est pas contacter l'abeille avec un grand A, et qui n'ait pas conscience que le peuple des abeilles constitue quelque chose de fabuleux. Donc parfois, ils sont déviés de cette conscience acquise par des convictions mentales qui leur disent que ils vont pas gagner assez d'argent s'ils mettent pas beaucoup de nourrissement, qu'il va falloir inséminer la reine, des choses comme ça. Donc à l'époque où j'ai commencé l'apiculture, c'était courant. Mais quand tu les interroges, en fait, franchement, dans le fond d'eux-mêmes, les abeilles, ça leur ouvre le cœur. Ils ont vraiment cet amour qu'ils reçoivent des abeilles, il est là. Et donc, ils peuvent aussi avoir des problèmes de santé ou des problèmes des mal-être
à cause du fait qu'ils sont obligés d'utiliser des méthodes qui leur conviennent pas. Donc, en fait, l'apiculture douce, c'est normal. Donc, moi, tous les apiculteurs avec qui je travaille, on a fait en février dernier une grande réunion avec tous les apiculteurs doux avec qui je travaille et d'autres d'ailleurs. Et chacun s'est exprimé. Et la thématique, c'était vraiment la conscience. Chacun avait acquis, en fait, quelque chose de plus dans son niveau de vie intérieur en contact avec les abeilles. On ne peut pas y échapper. Donc, c'est pour ça que le principal produit de la ruche, c'est vraiment la présence. Par rapport à alors évidemment, ça me passionne, donc j'ai plein de questions qui me viennent en tête en t'écoutant, en plus de toutes les questions préparées, mais ce mode survie qu'on active parfois quand on a peur, il y va parfois de la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'un chien qui aboie, un gros animal, on est programmé pour la survie et donc pour soit être pétrifié, soit fuir. Et donc, à travers ça, échapper peut-être à une mort certaine, en tout cas au niveau de notre cerveau reptilien. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir à faire un effort conscient. Si on peut se sentir en danger, mais qu'on se dit non, en fait, il n'y a pas de danger, pour revenir à cet endroit calme. Alors, je pense que tu as raison. La peur, elle a sa raison d'être. Il n'y a pas à chasser. En fait, quand tu as un choix, tu as la peur et tu as un autre état, mais c'est toi qui choisis. Donc, il y a tout à... La peur, elle est nécessaire, on peut aussi l'aimer. Et quand tu es dans cette zone de paix et d'harmonie, tu sais que si ta peur, elle est justifiée ou pas. C'est-à-dire que si les abeilles ont été dérangées parce qu'il y a eu un vent violent, la ruche est tombée par terre et elles sont complètement démantelées et que tu viens près des abeilles, elles vont peut-être te piquer parce que elles ont envie de dire attention, ne touche pas à ça n'importe comment, laisse-nous tranquille le temps qu'on se reconstitue. Donc tu vas aller chercher un toit ou quelque chose pour leur mettre dessus, tu vas le poser rapidement, puis tu vas t'éloigner parce que elles ont besoin d'être dans leur intimité comme quelqu'un qui est blessé, tu le touches pas n'importe comment. Donc la peur à ce moment-là d'être piqué par les abeilles, elle est justifiée. Et dans tous les cas, pareil, pour un chien, tu citais le chien, si le chien, on lui a appris et qu'il faut que personne ne passe cette limite, et que toi tu t'approches avec un petit nonos, il va te mordre la main, parce que donc tu as raison d'avoir peur dans ces cas-là, donc tu vas faire un pas en arrière, mais ce qui est mauvais, c'est que la peur t'envahisse sans raison au plus profond de toi jusqu'à perdre cette zone de paix et d'harmonie. Et ça, tu l'apprends avec les abeilles. Et ta question, elle est excellente parce que c'est exactement ça que tu apprends avec les abeilles, avec le contact avec les abeilles, c'est que tout est bon. De temps en temps, il faut savoir dire non, il faut savoir rejeter. D'ailleurs, moi, je propage des élixirs de la ruche, dont l'élixir venin, qui est justement la capacité qu'on a à dire non. Je suis pas d'accord à capter cette colère qu'on a du mal à exprimer dans nos sociétés et qui nous fait dire qu'on ne veut pas ça, qu'on doit s'occuper de nous-mêmes et qu'on nous fiche la paix. Et donc, non. Et donc, les abeilles, parfois, elles disent non. Paf, allez, je te pique et tu quittes le site. Et bon, ça c'est justifié, ça fait partie de la beauté et ça n'empêche pas l'harmonie intérieure parce que c'est grâce à ce centre de paix qu'on peut comprendre la peur comme un bienfait. Et fuir, comme tu dis, ou se défendre, même s'il faut, mais plus tu vas développer cette vibration des abeilles, moins tu vas utiliser ces moyens de défense, puisque quand une abeille pique, elle meurt, donc elle n'a pas du tout envie de perdre des membres de sa communauté pour se défendre. Ça va être un soin pour la personne qui va comprendre des choses sur elle. La piqûre, ça apporte une modification, donc elle soigne la personne, elle dit non, ne m'approche pas, parfois, s'il y a plusieurs piqûres. Donc tout ça, ça fait partie des réactions positives qu'on apprend au contact des abeilles. On a besoin d'émaner notre propre venin, nous aussi. C'est pas mal d'être en colère, c'est pas mal de dire non. Les abeilles nous montrent comment manier ça comme un soin. C'est un soin de l'autre. Même beaucoup plus loin, je dirais même quand on pourrait être culpabilisé parce qu'on a été méchant,
eh bien, peut-être qu'en fait, c'était un soin pour l'autre, si on le voit du point de vue de son harmonie intérieure et du centre de la ruche et du couvain et de la reine des abeilles, bah oui, c'est un soin de savoir quelquefois exprimer une certaine forme de colère ou de violence, c'est comme ça. À partir du moment où on peut revenir dans son centre, on peut le percevoir différemment. Et même ce qu'on reçoit... Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Je t'écoute avec passion, hein, Catherine. La question que je me posais, mais je te dis, il y en a mille et une qui se bousculent dans ma tête, c'est cette capacité, en fait, ce que j'entends, de nous ramener à une forme de pleine présence, quand même de l'instant présent. C'est ça qu'elle nous enseigne, quelque part. Exact. Ouais. L'instant présent, c'est comme ça que je l'explique aux enfants qui viennent aux ruches et ils comprennent tout de suite. Il faut juste être là, au présent. Tu ne penses pas où tu as mis tes affaires, à quelle heure on vient te chercher. Si c'est un adulte, tu lui dis « Pense pas où tu as mis ton portable et tes clés de voiture. Pense que tu es là. » Voilà, c'est tout. Tu es là et tu vois ce qui se passe. Tu observes. Un des moyens pour la communication animale, quelle qu'elle soit, c'est de commencer, par exemple, avec les yeux, à regarder les trucs les plus près qu'on a autour de soi. Mais vraiment, même dans la rue, à Paris, tu peux le faire. Hein. Mais dans le rucher, c'est plus facile. Tu regardes les choses les plus proches de toi. Ça va être le petit caillou sur lequel tu es en train de marcher, une branche qui te frôle. Et tu regardes vraiment. Tu regardes et ensuite tu regardes le plus loin. Le plus loin, qu'est-ce qu'il y a le plus loin de toi? Ça te ramène au présent. Tu es entre les deux. C'est parfait. Donc il y a des petites techniques. Voilà, j'imagine qu'on t'a posé la question des milliards de fois, mais je te la repose quand même pour celles et ceux qui nous écoutent. Pour des personnes qui sont véganes et qui ne consomment pas des produits de la ruche, là, quand on est dans l'apiculture douce, comme tu le disais très bien tout à l'heure, il s'agit d'un partenariat, en fait. Comme tu dis, elles aiment vivre au milieu de nous. En fait, on aime cohabiter, c'est ça? Alors, en fait, toute la nourriture qu'on absorbe ou ce qu'on met sur notre corps, qu'on utilise pour se vêtir, tout ça vient du monde vivant. Il n'y a pas que les abeilles, les plantes sont extrêmement sensibles, elles chantent, elles nous parlent. Pour ma part, chez nous, on cultive toutes les plantes qu'on va mettre après dans nos préparations, elles sont au moins... même si on n'arrive pas à cultiver la totale quantité, qu'on fait appel à des collègues agriculteurs bio autour, on a toujours un spécimen suffisamment représenté de la plante pour pouvoir dialoguer avec la plante et puis se rendre compte qu'elle est bien là où on lui propose d'être. Et donc, il y a tout le vivant, même la terre est vivante, la terre, l'humus, tout est vivant, tout ce qu'on touche est vivant, tout ce qu'on absorbe. Donc, je pense qu'on doit demander, quand on mange quelque chose, ou quand on utilise quelque chose, toujours l'accord, y compris d'une plante comme le concombre, la pomme, merci, parce qu'on est en train de manger le fruit du pommier, et c'est sa semence qui est dedans, et donc à ce moment-là, le pépin qu'on va enlever au milieu de la pomme, on ne va pas le poser paf, comme ça par terre, on va délicatement le reposer sur le sol. Il y a donc, pour répondre à la question du véganisme, je pense qu'il n'y a pas, même si si on est amené, parce qu'on n'a pas le choix, à manger un animal mort pour les végétariens, de toute façon, l'essentiel, c'est quand même aussi d'être en contact et de le remercier. Comme je disais tout à l'heure, on a l'impression de ne pas faire que du bien quand on n'est pas hyper sympa, mais en fait, le monde est aussi fait de frottements, et ces frottements, plus ou moins agréables ou violents, ils vont être accompagnés d'une intention. Donc l'intention est vraiment la base pour moi de ce qu'on fait et de ce qu'on mange et de ce qu'on utilise. Et quand on mange on va revenir à l'exemple de la pomme, une pomme qui a été forcée, les pommiers avec des engrais, coupés, arrachés, les feuilles, la moitié de la branche elle va souffrir aussi, la pomme, elle aura de la souffrance dedans. Donc pour moi, l'abeille, effectivement, on peut absolument éviter de consommer des
produits de la ruche qui n'ont pas été faits en conscience, avec respect et surtout en demandant la permission des abeilles. Ça me semble absolument essentiel et moi, je le sens moi-même avec ce que j'ai développé au fur et à mesure du temps. Si un miel, par exemple, une cuillère de miel, on ouvre le pot de miel, il y a un miel, je ne vais même pas le goûter et je vais demander pardon aux abeilles pour les personnes qui l'ont récolté parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vibre de l'ordre de la souffrance dans ce miel. Alors ça peut sembler curieux, mais je pense qu'on l'a tous. Parce que quand on mange un bon gâteau fait maison, on le digère beaucoup mieux que quand c'est un truc avec la même recette fait industriellement. Quand on va dans un resto que les cuisiniers sont en train de s'engueuler, qui sont malheureux, ou les cuisinières, on digère moins bien. Donc, faut pas oublier que la matière, on le sait tous maintenant, grâce au progrès de la physique, est avant tout de l'information. Donc les abeilles, encore une fois, ce ne sont pas des animaux domestiques, ce ne sont pas des animaux exploitables, c'est des animaux hautement sauvages. Et si elles sont là où elles sont, dans les ruches, c'est qu'elles sont OK pour ça. Sauf si on les enferme derrière des cages ou des grilles, comme ça peut arriver. Mais l'abeille, la colonie d'abeilles dans une ruche, elle a choisi. Si elle n'est pas contente, elle s'en va. L'effondrement que l'on connaît aujourd'hui des colonies d'abeilles, on voit pas les abeilles mourir dans la ruche. Ce qu'on appelle le colony collapse disorder en anglais, effondrement des colonies d'abeilles en français, c'est un phénomène massif de disparition dans certaines zones du monde et sans qu'on ait totalement encore expliqué. Les ruches se vident, elles ne reviennent pas à la ruche. Elles sont parties. Elles sont plus là. La ruche est vide. Voilà, désertion de nos chères abeilles parce qu'elles n'ont plus envie d'être là où on ne les remercie pas. Elles sont là pour qu'on les écoute, pour qu'on bénéficie de leur science et de leur savoir et de leur haute conscience. Elles sont là pour ça. Donc, elles ne resteront pas dans les ruches où il n'y a pas de raison d'être. Mais c'est vrai que pour des personnes qui nous écoutent, qui se disent j'aimerais bien acheter des produits de la ruche d'apiculture douce, comme tu l'as dit, si on n'a pas forcément la marque Ballot-Flurin à portée de main pour des raisons X ou Y, comment savoir si c'est issu de cette apiculture ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un label ? Est-ce qu'il faut vraiment creuser, aller sur le site internet de l'apiculteur ? Ou est-ce qu'il y a maintenant une sorte de fédération autour de ça ? J'ai envie de répondre à ta question à l'envers. Vas-y, bien, tue tout ce que tu veux. En fait, je pense qu'évidemment, on peut labelliser tout ça. Je pourrais faire une super pub pour tous les labels bio, apiculture. Mais en fait, c'est l'inverse. À savoir que nous, êtres humains, on a notre rôle à jouer pour transformer les choses par notre conscience, notre manière d'abord de les choisir, de les acheter et ensuite de les consommer. Et dans tous les cas, quoi qu'il se passe, ce avec quoi tu es en contact, une influence. Donc, petit à petit, en respectant chaque aliment, chaque matière avec qui on est en contact, en la regardant avec sa beauté intérieure et la beauté de la chose, on va améliorer le contenu intentionnel de tout ce qu'on consomme. Et donc, ça va conduire les fabricants à changer leur offre. Donc, moi, je pense que on n'est pas là pour se protéger en disant « ça, c'est pas bio, je le prends pas. Ça, c'est fait au Maroc ou en Chine, j'en veux pas. » C'est vraiment une réaction du passé, on va dire. On n'en est plus là dans le monde. On fait partie d'une planète. Donc, à tous les stades, on peut embellir, améliorer, dynamiser, rendre plus vivant tout ce qu'on consomme et qu'on fait. Donc, je pense que pour les produits de la ruche, la première chose à faire, c'est pas de... Bien sûr, il faut choisir de préférence un produit qui soit fait avec le respect maximum de l'abeille, mais déjà,
ça ne se fait pas de consommer 100 grammes de gelée royale parce que c'est bon pour la santé. La gelée royale, par exemple, qui est une sécrétion issue des abeilles nourrices pour donner à la reine sa pleine ampleur, c'est quelque chose qui coûte à produire dans la ruche. Donc, on n'en consomme que quand on en a besoin. Si on est vraiment dans une phase dépressive, qu'on est très, très fatigué, qu'on a besoin, on sort d'une maladie délicate, on va prendre de la gelée royale parce en remerciant les abeilles pour cet effort majestueux qu'elles ont fait pour nous amener ça, quelle que soit l'origine de la gelée royale, c'est mieux si elle est fraîche, si elle est bien faite avec respect, mais déjà, le faire en conscience et remercier l'abeille. C'est pareil pour le miel. Ouais, attends, je vais goûter ce miel-là, je vais prendre une grosse cuillère de miel, et puis je ne vais pas la finir, je vais la jeter. Non, le miel, c'est sacré, c'est l'aliment par définition. C'est mythique. Le miel, ça fait 9000 ans qu'on a les traces de consommation de miel. Ça a toujours été considéré comme sacré partout, dans tous les rites du monde. Donc le miel, ça se consomme en conscience. On s'assoit, on se met debout, on considère le miel le pot de miel comme un véritable calice et on va le goûter avec son cœur, avec sa bouche, avec tout, quoi. Et on va en prendre des petites quantités et là, on aura les effets maximum. Et puis là, on va savoir distinguer avec notre laboratoire qui est notre corps et notre bouche, on va savoir distinguer le meilleur. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus surcontrôler tout. Il faut propager. On propage par notre demande, par notre exigence de sens. On propage du meilleur dans le domaine des abeilles. Les jeunes apiculteurs, maintenant, ils sont souvent beaucoup plus conscients du rôle majeur de l'abeille en tant que civilisation. Donc, ça va changer. Le mauvais miel, ça n'existe pas, en fait, si on le voit comme quelque chose de sacré. Il va disparaître, le mauvais miel, puisque c'est nous qui l'avons rendu mauvais par notre demande intentionnelle, erronée. Donc, j'ai pas envie de dire il y a tel label. Devenez conscient, prenez dans votre bouche les choses avec la capacité que vous avez déjà, que vous n'avez pas besoin d'acquérir, de détecter si c'est bon pour vous et de détecter si c'est bon pour le monde. Et là, le monde change, en mieux. Dans cette idée, le temps passe, et là, c'est vrai qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur le sujet, tirer des fils. Peut-être, si on zoome un peu plus, là, tu l'as dit, tu as parlé de la gelée royale, peut-être sur chaque produit de la ruche. Quels sont les produits, d'abord, qui seraient bien d'avoir dans son armoire à pharmacie? Est-ce que ça dépend, justement, comme tu viens de le dire, de chacun? Ou est-ce que, de base, c'est bien d'avoir, justement, peut-être du miel? Moi, je sais que j'aime bien avoir, pour ma part, je parle pour moi, du pollen et du miel, et puis un peu de propolis. Voilà, c'est un peu mes trois de base. Et puis d'autres personnes, ça va être autre chose. Comment tu vois les choses, toi, Catherine? Il faut raisonner aussi en termes de concentration, parce que, par exemple, 2-3 grains de pollen, c'est d'une telle puissance que mais avoir un petit peu de pollen, effectivement, et le prendre par petite dose, par grain quasiment. Ah bon ? C'est tellement puissant que ça amène justement cet état de haute fréquence dont on a besoin. De même avec le miel, le faire fondre. Alors, je pense que c'est effectivement utile de consommer des petites quantités de chaque produit de la ruche pour former une quadrature, une synergie. Avoir un petit peu de propolis blanche, par exemple, qui est faite sans alcool. Là, hop, juste une goutte tous les jours. Prendre 3 grains de pollen, prendre un petit peu de miel et le savourer comme ça, ensemble, les 3. La gelée royale, c'est, comme je l'ai dit, quelque chose qu'il faut consommer que en cas de besoin, mais de besoin profond. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à des gens qui sont déprimés sur le plan immunitaire ou bien même mental et qui ont besoin de remonter la pente rapidement. Il peut y avoir des contre-indications d'ailleurs ?
Pas vraiment si c'est fait de manière bien dosée, c'est-à-dire de l'ordre de 500 mg par jour et pendant une courte durée de maximum 21 jours, ce qui correspond bien à la physiologie humaine. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Il y a certains médecins qui recommandent de ne pas prendre de gelée royale dans le cadre des cancers hormonaux dépendants. Mais ça, c'est parce que souvent, la gelée royale est faite avec pression sur l'abeille, donc du coup, c'est un peu chargé. Si la gelée royale est faite en laissant aux abeilles toute leur nourriture, en ne donnant pas de sucre, en laissant butiner les fleurs et sans tuer la reine, la gelée royale à dose de 500 mg, 21 jours, ça peut faire que du bien dans tous les cas. Pour les enfants, ça sera moins, hein. On peut donner à des enfants aussi, mais c'est une cure de temps en temps. On ne se jette pas sur des quantités de gelée royale, on en prend peu et on le prend de manière parcimonieuse et consciente. Et là, OK pour la gelée royale, mais les autres matières apicoles que j'ai citées, à savoir propolis, pollen et miel, peuvent être consommés quotidiennement à petite dose, vraiment. Pas la peine de se gaver. C'est l'échelle des abeilles, c'est une échelle de transmission d'informations, c'est pas une échelle de transmission de calories, quoi. On est dans quelque chose de très fin et on aura plus d'effet en prenant des petites doses, en synergie, les trois matières apicoles que j'ai citées, que de prendre des grosses doses d'un coup. Après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Et puis, il y a aussi sur toute la pénétration cutanée, on a tellement besoin actuellement, je trouve, surtout quand on vit dans des grandes cités, comme à Paris, de protéger aussi extérieurement et de faire pénétrer par la peau. L'information, notre peau, c'est la plus grande bouche, donc pouvoir s'appliquer de la cire d'abeille, de la propolis, du miel sur la peau, se faire même des massages au miel en mélangeant une cuillère à soupe de miel dans une petite quantité d'eau, de qualité, et ensuite se passer ça sur le corps comme un... J'entends que tu fais les gestes en même temps. Je fais les gestes. Ça passe dans le micro, on t'entend. On entend ça très bien. D'ailleurs, dans le livre... Il y a les bruits. Oui, il y a les bruits. D'ailleurs, dans le livre, tu proposes des recettes, que ce soit des soins de beauté ou des recettes plus de cuisine. Alors, vous fabriquez Balloflurin des soins, mais tu proposes aussi, à partir de produits bruts, de la matière première, de fabriquer soi-même certains produits pour la peau, notamment. Hein. Oui, parce que tout est simple, en fait, puisque le laboratoire, il est dans la ruche. Donc, la matière apicole est déjà prête, simplement pour mieux faciliter l'usage des différentes matières apicoles. Nous, on fait ce qu'on appelle des préparations. Ce pas des produits, on prétend pas produire. On prétend simplement le préparer pour que ce soit biodisponible et prêt, et surtout sûr que ça ne présente pas de risque. Par exemple, si vous mettez de la propolis avec alcool dans le nez, ça ne va pas du tout. Donc, on a un spray nasal des Pyrénées. En fait, c'est que de la propolis blanche et des plantes, mais vraiment très, très simple. Tu as 3 ingrédients dedans et c'est parfaitement adapté à la muqueuse nasale. Donc là, ça permet de mettre la propolis dans le nez et hop, on a un effet maximum. C'est le principe de la préparation et non pas de complexité, machine pour fabriquer, tout ça, on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que si on a les ingrédients, on peut aussi le préparer soi-même, et c'était l'objet d'une partie du livre que j'ai écrit, l'apithérapie, c'est de donner des recettes pour le fabriquer soi-même. Et quand on a besoin, on peut le trouver aussi sous une forme préparée en conscience, donc avec par exemple le baume de soin des Pyrénées qui est de la cire d'abeille, de la propolis, et qu'on peut s'appliquer là où on a besoin, on a une petite lésion, une piqûre d'insecte, des engelures, des crevasses. Bon, là, on peut mettre du baume de soin, la pommade de secours pour le visage quand on a attrapé des coups de soleil ou qu'on a besoin de se protéger la peau. Et tout ça, ça fait pénétrer en fait les matières apicoles par la voie de la peau, ce qui traditionnellement est très important.
Dans les vieilles traditions, par exemple d'Arabie Saoudite, ils disent que pour se protéger des mauvais génies, qui sont en fait ce que nous, on appellerait plutôt l'inconscient, il faut tous les jours s'enduire de miel et d'huile d'olive. Mais s'enduire, ça veut dire en mettre sur la peau. Oui, d'accord, c'est ça. Et effectivement, le miel régénère énormément. Le miel est un puissant régénérant de la peau, utilisé dans les hôpitaux. Nous, on fournit pas mal d'hôpitaux maintenant. Pour les brûlures, notamment. En miel, pour brûlures et puis post-chirurgie, cicatrisation, escarres. Et il y a des protocoles, alors qu'on communique, sont gratuitement communiqués. On a chez nous des personnes qui sont qualifiées comme infirmières, par exemple, qui peuvent expliquer à d'autres personnes comment soigner dans un cadre strictement médical avec le miel. Et c'est reconnu et c'est même remboursé par la Sécu, les pansements au miel. Quand l'infirmière décide d'utiliser le miel, avec évidemment l'accord du médecin, c'est remboursé. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour la terre et pour les personnes qui en bénéficient, parce que c'est très efficace, très rapide, plus efficace que toutes les autres préparations, ou produits pharmaceutiques classiques. Simplement, ça ne sera jamais un médicament dans la réglementation européenne et même mondiale, parce que le miel, par définition, va être adapté à chaque fois par les abeilles en fonction des ressources en plantes autour d'elles. Donc, la composition du miel n'est pas constante, mais par contre, ses propriétés sont constantes. C'est ça qui est magnifique. Et dans tous les domaines de la thérapie naturelle, on retrouvera ça, que ce soit dans les eaux thermales, dans les produits de la ruche, dans la phyto, c'est que, en fait, les abeilles, elles ont composé la meilleure recette à chaque instant, sans attendre la validation de l'AMM d'un laboratoire. Elles le valident elles-mêmes pour avoir le maximum d'efficacité, quel que soit leur environnement. Donc, on retrouvera partout dans le monde les mêmes propriétés du miel qui sont régénérantes, cicatrisantes, et en tant qu'aliment, le miel est un aliment majeur pour le cerveau et la santé mentale. Il contient un glucose très spécial qui est déjà fermenté, prédigéré, et qui apporte, et du fructose de la même manière, qui apporte au corps une énergie physique immédiate qui n'est pas stockée sous forme de graisse. Le foie n'a pas besoin de faire ces efforts qu'il fait avec les sucres normaux. Et puis aussi pour le cerveau et la santé mentale. Quelqu'un qui révise un examen ou juste quelqu'un qui veut augmenter sa conscience, être mieux, le miel, c'est l'aliment du poète, de l'artiste, du chercheur. Ça augmente nos capacités, donc c'est quand même... Alors justement, quand on approche de la fin de cette émission, Catherine, j'ai encore quelques questions. Enfin, j'en aurais beaucoup, mais pour en terminer sur ce sujet-là, le mieux, tu dis, c'est de faire une petite synergie avec un peu de miel, un peu de pollen et un peu de propolis tous les jours. Quand on veut plutôt faire une cure pour une problématique particulière, comme tu viens de le nommer, on a, par exemple, pour des étudiants, on a besoin de faire plus fonctionner son cerveau. Le miel, on peut à ce moment-là en consommer un peu plus. Idem pour le pollen. Donc là, par exemple, le pollen, pour quel usage on pourrait le consommer un peu plus si on avait un besoin particulier ? Le pollen, c'est l'aliment du courage et dans tous les sens du terme. Courage, volonté. Donc, on parlait tout à l'heure de faire face à des choses qui nous considèrent comme des dangers, beaucoup de travail, beaucoup de choses à réaliser dans la vie quotidienne, ce qui est souvent le cas dans nos sociétés. Mais là, le pollen va énormément aider. C'est-à-dire qu'il va non seulement donner le courage, mais au sens cœur. Dans courage, l'étymologie, il y a cœur. Donc, il va donner le cœur à l'ouvrage et il va amener en même temps une facilité musculaire. On va être plus actif. Le corps s'harmonise mieux. Donc, le pollen est vraiment très utile pour l'activité. Pensez au mot courage. D'accord, courage, dynamisme. C'est vaste. Oui, ce serait vaste. Et là, on peut en prendre un peu plus que 3 grains de pollen ?
Oui, bien sûr. 3 grains de pollen, c'est la nourriture quotidienne. On peut consommer du pollen, surtout quand on n'a pas trop le temps de bien se nourrir. On va ajouter une cuillère à café de pollen dans des carottes râpées ou dans une salade qu'on prend même sur le pouce à midi. On va avoir une après-midi excellente et on n'aura pas faim tout le temps. Ça apporte énormément d'acides aminés, de protéines sous forme libre. Donc, il n'y a aucun effort digestif. C'est déjà pré-digéré par les abeilles. C'est fabuleux. Elles ont amené toutes les enzymes, tous les liens qu'il faut pour que ces acides aminés nous amènent directement la nourriture, ce qu'il nous faut pour nos cellules et pour nos réactions intérieures. Donc, on peut consommer une cuillère à café par demi-journée, on va dire. C'est bien de le répartir un peu. Moi, j'aime bien avoir un petit pot de pollen dans mon sac. Là, j'en ai un. Je suis venue pour l'interview. J'ai emmené un petit pot de pollen avec moi. Donc, je sais que ce matin, par exemple, j'ai pas trop eu le temps de choisir mon petit déjeuner. Je me suis pris 2 cuillères à café de pollen. Très bien. Moi, et je l'ai mélangé dans un peu d'eau. Puis après, j'ai bu le jus et le pollen. Et c'est délicieux. Et ça donne, ça donne l'envie de vivre. Après, il y a différents types de pollen, donc on pourrait aussi rentrer sur l'action de chacun, mais je ne crois pas qu'on ait ce temps-là. Alors peut-être de la propolis, dans quel cas d'usage plus particulier on peut l'utiliser ? Tout à l'heure, tu as parlé du spray nasal de manière tout à fait claire. Et quoi d'autre ? Alors pour la propolis, en fait, c'est la protection de la cité des abeilles. Elles ont été cherchées, détectées dans l'environnement tout ce qu'elles pouvaient amener de plus riche pour harmoniser le milieu de la ruche en termes de microbes. Et donc, ça va jouer un rôle de protection pour nous, aussi bien fongique contre les mycoses, par exemple. C'est excellent de se laver avec un shampoing douche à la propolis ou un savon à la propolis, d'appliquer un baume de soin sur les pieds, parce qu'on aura une peau qui sera positivement nourrie de tous les bons micro-organismes que les abeilles ont dans la ruche. Et il y a une très curieuse chose à constater, c'est que dans la ruche, le microbiote de la ruche est assez proche du microbiote du corps humain. Donc, la propolis convient pour créer ces bonnes conditions microbiotiques partout, sur la peau, dans le corps. Donc, exemple, la gorge. Actuellement, surtout en hiver, on a tout le temps plein de microbes. On l'a vu pendant la crise du Covid. Donc, un petit peu de spray nomade d'urgence ou de spray propolis blanche dans la gorge, on est beaucoup plus à même de d'abord envoyer un air sain avec un bon microbiote autour de soi, mais aussi protéger ses voies respiratoires. Ça, c'est un exemple très important. Après, on utilise beaucoup la propolis pour l'hygiène intime, parce que c'est un domaine aussi, les muqueuses sont très sensibles, très fragiles, et beaucoup de femmes, quel que soit leur âge, ont des problèmes plus ou moins avoués de microbiote intime. Et la propolis est extrêmement... Maintenant, il y a beaucoup de gynécologues qui la recommandent. L'utiliser pour la toilette intime, on peut l'utiliser sous forme de spray adapté pour la vulve et les parties intimes de la femme et de l'homme. Et on a aussi un très gros usage, mais un succès incroyable. Il y a plein de dentistes qui ont fait leur thèse maintenant sur l'usage de la propolis en cabinet dentaire et après, qui vont conseiller le dentifrice, massage des gencives, ou nous, on a un produit qui s'appelle massage des gencives, donc ça dit bien ce que ça dit. On met un peu de cette pâte gingivale sur le doigt et on masse les gencives. Et ça amène un très grand bienfait au niveau des rougeurs, des saignements, des problèmes post-implantation. Et ils utilisent également cette même pâte ou la propolis blanche ou noire dans la bouche au moment de la pose d'implants, par exemple, ou de soins un peu invasifs. Et donc, c'est un succès tel qu'on participe maintenant à des congrès de dentistes, il y a des articles dans les revues, parce que ça révolutionne un peu l'usage classique des produits dentaires.
Donc ça, c'est un usage de la propolis qui est vraiment un grand succès et d'un apport réel, quoi. Et on n'en a pas besoin de beaucoup. Voilà, alors pour finir sur les produits, parce qu'on a dépassé un tout petit peu le temps de notre émission, Catherine, je voulais quand même qu'on reparle à la fois des personnes allergiques, parce que dans l'inconscient collectif, on peut être allergique à des produits de la ruche, sans parler évidemment des piqûres, donc que tu nous fasses un petit éclairage dessus, et puis revenir justement, et c'est quand même lié au venin et les bienfaits en fait du venin. Le venin est constitutif et ça fait partie du process pour les abeilles pour maintenir. Donc, le miel, elle recouvre d'une pellicule, d'une opercule, le miel quand il est bien mûr et dedans il y a plein de venin. Donc, on peut trouver des traces de venin dans tous les produits de la ruche, gelée royale, pollen. Enfin, c'est plus que des traces, hein. C'est constitutif. Et donc, du venin, dans le sens le plus positif du terme, il y en a partout. Donc, ça nous amène au sujet de l'allergie. En fait, la peur les 3/4 des personnes disent oui, je suis allergique au venin d'abeille. J'ai été piquée un jour par une petite bête et ça m'a rendu la main ou le visage tout rouge. Donc, je suis allergique. Déjà, les venins, ils provoquent des réactions toujours. C'est-à-dire que ce soit le venin de guêpe, de serpent, d'abeille, c'est fait pour faire aussi, quand elle pique comme ça, pour faire un signal et protéger la cité des abeilles ou se défendre. Donc, il y a une réaction qui n'est pas une allergie, qui est une simple réaction normale naturelle, au venin d'inflammation. Donc, en gros, il y a soit on a une réaction normale et la peau devient rouge si on est piqué par une abeille. Soit on n'a rien parce que on est déjà en quelque sorte immunisé. Donc moi, quand je suis piqué par une abeille, j'ai pas de réaction locale ou très très exceptionnellement parce que c'est le cas de beaucoup d'apiculteurs. On sent la piqûre, mais après il n'y a pas de réaction. Ou alors soit, et c'est le troisième cas, on a une vraie allergie. Mais une allergie, c'est une réaction qui n'intervient pas à l'endroit de la piqûre, mais ailleurs. Par exemple, on est piqué par une abeille sur le pied et on va se mettre à vomir. Donc ça, c'est une réaction allergique. Et là, vraiment, il faut se déplacer, voir le médecin, l'hôpital, ou prendre les médicaments d'urgence. C'est assez rare. Et quand on a une réaction forte, d'étouffement, de battement cardiaque, de malaise, qui n'est pas à l'endroit de la piqûre. Mais c'est très rare quand même. Hein. Il y a, je crois, des millions de fois moins d'allergies aux piqûres d'abeilles qu'aux cacahuètes. D'accord. Donc la cacahuète est plus dangereuse. Il faut quand même le dire. Donc la réaction locale n'est pas véritablement dangereuse. Elle se soigne. On peut le soigner par des moyens naturels, en apaisant, avec un peu de vinaigre, même de la propolis, d'ailleurs, pourquoi pas. Et donc, les allergies au venin d'abeille, vraies, dangereuses, sont assez rares. Et puis, quand on a des ruches, tous les apiculteurs, ils ont toujours quelques médicaments d'urgence. Moi, je les ai toujours, mais on n'en a jamais besoin, parce qu'une fois qu'on sait que la piqûre est bonne, finalement, on accepte beaucoup mieux la réaction locale et on considère moins que c'est dangereux et du coup le corps réagit moins de manière anormale en faisant un édème de Quincke ou une autre réaction allergique. Donc c'est assez rare, mais c'est réel, ça peut exister. Ça, c'est pour la piqûre. Après, l'allergie aux produits de la ruche, il y a effectivement quelques personnes qui réagissent de manière anormale à la propolis. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours recommander des petites doses et progressives. Voilà, tester. Voilà, on teste, on prend un peu, on voit comment on réagit. Puis, dans sa vie, on peut avoir un moment où on n'a plus besoin de pollen ou plus besoin de propolis. Alors, à ce moment-là, on arrête et le corps peut dire non aussi. Oui, voilà, on a eu la dose, quoi. C'est de toute façon très actif. Les produits de la ruche sont très actifs. Et donc, quand on a une réaction, il faut l'observer et savoir ce que ça veut dire. On n'en prend plus pendant un temps. Voilà. Mais les allergies à la propolis, elles sont de très faible ampleur. Ça n'a rien à voir avec les graves allergies au venin.
et elles disparaissent dès qu'on arrête de prendre de la propolis. Donc moi, j'ai connu plusieurs fois, notamment des personnes avec qui je travaillais, qui font les préparations à base de propolis. Il y en a quelques-unes qui ont développé des petites réactions cutanées parce qu'elles étaient trop dans la propolis. Donc, elles ont changé. Elles sont allées préparer les commandes et puis ça passait, quoi. Et donc, parce que c'est fort. La propolis, c'est extrêmement puissant. Donc, ça peut provoquer des réactions allergiques de faible amplitude. Voilà. Tu citais aussi sur ces études qui sont réalisées sur des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques qui ont été soulagées par du venin d'abeille. Donc ça, c'est documenté aujourd'hui ? Mais, c'est très controversé, c'est-à-dire que si ils ont fait une étude randomisée sur les effets du venin d'abeille sur la sclérose en plaques. En fait, ils ont prélevé le venin d'abeille en tuant les abeilles, en prenant le venin et en l'injectant aux personnes. Et les résultats n'étaient pas, d'après l'étude randomisée, n'étaient pas au rendez-vous. Bien sûr, parce que ils n'avaient pas compris qu'en fait, c'est l'injection par l'abeille du venin qui agit. Parce que c'est ce jet électromagnétique qui se propage dans l'organisme. En 2 secondes, vous avez l'effet du venin partout. On le sent, ça chatouille de partout. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est être piqué par une abeille. C'est pas prendre du venin qui est un excipient. En fait, ce qui récolte, c'est poudre blanche qui n'a rien à voir avec le jet électromagnétique. Donc, la controverse, elle existe parce que si on veut faire un médicament injectable avec du venin, on n'aura pas de résultat. Ce qui marche et ce qui produit un effet pour les personnes qui ont eu des résultats, c'est la piqûre directe par l'abeille. Donc, c'est pratiqué dans pratiquement tous les pays du monde et même de manière traditionnelle. Donc, c'est même pas contestable que de dire que la piqûre d'abeille, elle peut à la fois provoquer une réaction cutanée assez forte, mais aussi soigner. Ça soigne partout dans le monde, en Russie, au Mexique. Moi, partout, j'ai eu l'occasion de voyager, on parlait des piqûres d'abeilles qui soignent. Donc, je veux dire, il n'y a pas... Et d'ailleurs, des apiculteurs qui sont régulièrement piqués par les abeilles, ils ont beaucoup plus de résistance, ils paraissent souvent moins que leur âge. Et moi, personnellement, mon expérience, c'est que moi, là, actuellement, je vis dans une maison où il y a des abeilles. C'est-à-dire que dans ma chambre, j'ai toujours eu à côté de moi des ruches très proches. Donc, un contact permanent avec les abeilles. Parfois, quelques piqûres. Et je trouve qu'au niveau de l'effet général du corps, de la vitalité, je suis sûre que ça a une action, quoi, la présence des abeilles et le venin. Donc, ça va dans le sens de plus de vitalité, plus de jeunesse, plus de joie de vivre, plus de force physique aussi. Moi, j'ai des douleurs nulle part. Je vois les personnes qui ont mon âge, souvent, j'ai la mère d'une collègue, là, elle a exactement mon âge, mais c'est bon, ça peut être la génétique et tout ça, mais je crois pas seulement. Elle a des douleurs partout. Donc, moi, je cours, je fais de la montagne et je galope dans la montagne. Et je travaille aux ruches, je porte du poids et j'ai pas de douleur. Je pense que le venin, je donne mon témoignage parce que c'est pas contestable, mais je suis pas la seule. Le venin d'abeille et la piqûre d'abeille apporte quelque chose. Et donc, en Roumanie, notamment, il y a le docteur Cristina Osan qui reçoit des gens de partout, avec notamment des scléroses en plaques. Ils sont soulagés par des piqûres d'abeilles directes. Et il y en a aussi au Portugal, il y en a partout. Voilà, donc on se rapproche soit de toi, soit on se renseigne quand même bien sur le sujet. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu officiellement. On dit bien, donc il se fait sur la base du choix de la personne. Mais ça apporte du bienfait à certaines personnes qui en témoignent dans des ouvrages, dans des livres, sur des sites. Très bien. En tout cas, merci infiniment, Catherine Balloux-Flurin. C'est vrai que tu nous as beaucoup éclairé. Il y aurait tant à dire sur ces merveilleuses abeilles. Je rappelle que toi, tu as consacré
vraiment ta vie aux abeilles, que tu fabriques et tu crées ces préparations de santé et de beauté à partir de tous ces trésors de la ruche, que tu es une pionnière du bio en apiculture, que tu as inventé l'apicosmétique, l'apiculture douce, le yoga des abeilles, les élixirs de la ruche dont on n'a pas parlé aussi. On peut retrouver ton ouvrage, comme je l'ai dit en démarrage, aux éditions Erol, l'apithérapie. Découvrez les bienfaits des produits de la ruche pour votre santé. Et puis évidemment, sur ton site internet, beaucoup plus d'informations, le blog, etc. ballot-flurin.com. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.